Radio 1, les nouvelles de Tahiti, TRFM et Tahiti Online présentent À vous la parole, spéciale élection territoriale 2013. Une émission présentée par Serge Massot. Serge Massot de la rédaction des nouvelles de Tahiti, bonjour. Bonjour Alban, bonjour à tous et retour d'À vous la parole durant 6 semaines. Nous recevons les principaux candidats aux élections territoriales pour 1 heure d'interview. Après Teiva Manutei, après Quito Brown Ortega, aujourd'hui nous recevons Patrice Jamais. Bonjour. Bonjour. Alors Patrice Jamais, c'est un peu l'histoire d'un bon papy qui adore le chocolat et surtout les gâteaux au chocolat. C'est vous qui l'avez dit un jour que je vous demandais votre plus gros défaut. Un bon papy parce que s'il y a une image à retenir de votre début de campagne, ce serait vous, après une réunion publique, tenant votre dernier mot au toit dans vos bras, lui montrant du doigt les étoiles dans le ciel. Ce n'est d'ailleurs pas un hasard si vos réunions publiques s'appellent des Roro Affetti, des réunions de famille. Et si vous vous lancez à l'assaut de l'Assemblée, c'est en pensant aux futurs enfants de Polynésie et à vos petits-enfants notamment. Il y a 2 ans déjà, vous étiez sur le point de prendre votre retraite et vous vous êtes levé contre le retour d'Émile Vernaudon qui voulait reprendre sa mairie. Maïna était tellement sale qu'on l'a surnommé même Repo Ina pour remplacer le ma qui signifie propre. Inconnu sur la scène politique, vous avez dit ça suffit et hop, vous avez gagné et vous avez même obtenu un bon point de la part de la Chambre territoriale des comptes pour votre bonne gestion communale. Cette fois, vous retentez le même scénario, vous invitez la population à se lever pour mettre tout le monde dehors et initier un renouvellement politique radical. Après avoir évité le retour du shérif de Maïna, vous, le fervent catholique, voulez-vous empêcher le retour du diable au paradis? Le diable au paradis, c'est le titre d'une nouvelle enquête du journal Le Monde publiée ce matin et consacrée au retour de Gaston Floss. D'ailleurs, votre équipe se décrit elle-même comme des enfants de cœur, une équipe de gentils qui veut replacer l'homme au cœur de la société. Être gentil est suffisant pour se jeter dans la fosse au lion, dans l'arène politique. Patrice Jamais, vous n'aimez pas lire, ça vous endort, dites-vous. Alors c'est votre femme qui lit les journaux pour vous. Ah, les femmes, que ne feriez-vous sans elles, Patrice Jamais? Pour avaler tous les longs et ennuyeux dossiers qui vous attendent, vous avez désormais à vos côtés une technicienne, Mayana Bambridge, conseillère d'Oscar Temaro à la présidence, et son association Manoapi, qui vous a préparé votre programme. Alors au-delà des slogans que l'on dévoilera dans l'émission, comment comptez-vous faire pour bâtir une société plus juste qui compte actuellement un nombre record de pauvres, mais aussi un nombre record de voitures de marque de luxe? Un pays, est-ce aussi facile à gérer qu'une commune? Pourquoi est-ce vous la relèvez pas un autre? En clair, pourquoi faudrait-il vous suivre dans cette aventure des territoriales? Vous aurez 1 heure pour convaincre les auditeurs. 1 heure d'émission entièrement filmée, une émission que vous retrouverez également en son et images sur radio1.pf et lesnouvelles.pf. À vous la parole, Serge Massot de la rédaction des nouvelles de Tahiti reçoit Patrice Jamais. Commençons cette émission par cette question qui revient régulièrement sur le répondeur de Radio 1 et dans la bouche de certains de vos adversaires. Après avoir été élu maire de Maïna, vous aviez déclaré que vous alliez vous consacrer rien qu'à Maïna. Et aujourd'hui, vous êtes candidat au territorial. Alors Patrice Jamais, vous évoquez beaucoup la parole donnée. Est-ce que c'était le premier mensonge de Patrice Jamais? Non, je pense que dans la vie d'une personne, on a toujours on veut toujours faire des choses dans notre vie et on se projette un peu dans le temps en se disant probablement demain je pourrais être tel cas. Et c'est ce que j'ai pu faire dans ma vie. Moi au début j'étais quelqu'un qui a toujours voulu être au service de l'église. Et bon, j'ai eu une formation de 12 ans et pendant ces 12 années, les 4 dernières années, je me suis dit je vais faire la demande à l'évêque que je puisse participer à une formation pour être diacre. Et c'était ça mon objectif. Et l'évêque était tout content parce que je me préparais à être diacre. Aujourd'hui, je suis pas diacre. Donc, j'ai été un menteur pour l'église, hein. C'est parce que c'est les événements de la vie qui fait que souvent ce que la personne humaine trace dans sa vie est changé par rapport aux événements de la vie. C'est ce qui m'est arrivé. Et qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis alors justement? C'est parce que ma fille, elle est tombée malade. 5e année de cette formation pour devenir diacre, ma fille est tombée malade. Je suis parti en France. J'ai accompagné ma fille et d'où, au retour, j'ai prévu l'évêque que je ne pourrais pas terminer cette année de formation parce que je voudrais donner ma vie pour les personnes malades, d'où la création de l'association Atoturiana. Maintenant, l'association Atoturiana est créée en 98 et pendant plus de 12 ans, j'ai travaillé dans cette association et je me suis dit aussi, et même devant tous les présidents des associations qui fédèrent, la fédération, elle fédère 58 associations, il y a 50 présidents. Je leur ai dit, je vais mourir dans cette association. Et voilà. Et malheureusement, en 2009, la situation de la commune s'est présentée. Et c'est pour ça qu'il y a des événements dans la vie qui fait que c'est par rapport aux événements que je fais changer mon avis parce qu'il y a trop de souffrance.
là où il y a la souffrance, je change mon mariage. Et il y a 2 ans, vous disiez, je ne m'occuperai que de Maïna, et maintenant vous êtes candidat territorial. C'est la même chose. Alors pourquoi je vous l'ai dit. avez... Moi, j'ai dit que je vais mourir dans cette association. Une fois à la mairie, j'ai dit, devant la population de la commune, je m'occuperai que de la mairie. Et je serai maire que de la mairie. Mais au bout de 2 ans, parce qu'une mairie, ça fait partie d'un pays. Et si le pays il tombe, ben, la mairie meurt. Et malheureusement, parce que je suis toujours en contact avec le pays, les dirigeants du pays, les dirigeants de l'État, et c'est comme ça que j'ai su que on ne peut pas avancer si on n'a pas de confiance entre toutes ces institutions. Donc, quelque part, je me suis levé parce que je voudrais pas que mon pays tombe, et actuellement, il est au fond de ce gouffre. Et je peux pas accepter, parce que les dotations des communes, on le reçoit du pays. Et si le pays est malade, les communes meurent. Et voilà les raisons. Et je pense que la population de Mahina a compris. Parce que si j'ai été dans la mairie de Mahina, c'est quelque part la mairie était en agonie. Et je me suis levé. Ça, vous l'aviez pas forcément compris avant, mais pour bien vous occuper de votre commune, bah, il faut que le pays aille bien, et donc il faut vous occuper du pays aussi. C'est un petit peu ça. En parallèle. Pourquoi? En parallèle, parce que quand je me suis installé à la mairie, j'ai vu beaucoup de comportements. Enfin, il fallait remettre les choses à leur place. Mais au niveau du pays, c'est la même chose. Il faut réformer tout cela. Il faut moraliser la classe politique. Et le grand problème, il est là. Le grand problème, il est là aujourd'hui, parce que il y a tout au Fénois. Si on se lève, c'est un mouvement citoyen. Et j'appelle tous les citoyens de se lever par rapport à ce qu'ils voient, ce qu'ils entendent, ce qu'ils regardent dans les médias. Et il faut réagir, il faut se lever, il faut bouger, il faut pas se taire. Et aujourd'hui, on est arrivé à une année où on n'a plus le droit de se taire. Si on se tait, ben tant pis pour nous. Et vous aviez, au moment d'être élu maire de Mahina, vous aviez dit que il était interdit que vos colistiers, que vos adjoints soient candidats à d'autres élections. Vous qui êtes candidat aujourd'hui, est-ce que si vous êtes élu à l'Assemblée ou président du pays, est-ce que vous démissionnerez de votre mandat de maire? Il me reste exactement une année de mandature de maire. Et j'aurais pas cette comment dire ça, je pourrais pas laisser la mairie. Mais je pense que si je suis élu président, j'essaierai de mettre en place quelqu'un qui pourra me succéder à la mairie et toujours rester dans le conseil municipal et prendre le pays. Mais en tout cas, c'est trop lourd, selon vous, d'être à la fois maire et à la fois président du pays. Une année, ça suffirait, mais pas plus, quoi. Ah oui, ouais. C'est très très lourd. Ça aussi, ça pourrait faire partie de la nouvelle gouvernance, de gouverner autrement, c'est-à-dire de ne plus cumuler plusieurs mandats. Ah, je suis favorable à ça, de ne pas cumuler. Parlons de votre équipe maintenant. Je le disais dans l'introduction, vous avez été rejoint par l'association Manawapi de Mayana Bambridge. On les connaît assez peu. Pourquoi est-ce que vous avez accepté de travailler avec eux et pas avec d'autres? Je me rappelle, c'était peut-être début 2012 et cette association est venue me voir. Et je voulais connaître, et j'ai vu derrière Mayana Bambridge des jeunes personnes qui avaient en eux beaucoup de matière grise en eux. Et moi, je me suis dit, mais c'est avec ces personnes-là qu'on devrait construire le pays. Et après un an, presque 8 mois ou 9 mois après, j'ai décidé de me lever, j'ai rappelé Mayana. J'ai dit, est-ce que ces jeunes-là sont toujours avec toi? Ok. Il dit, est-ce qu'on peut travailler ensemble? On travaille ensemble. Et de deux, je connais bien cette personne, Mayana. Nous, on s'est affrontés pendant des années pour les causes des malades, parce qu'elle s'occupait du finance de la CPS. Elle était à la CPS, à la tête de la CPS, oui. Et oui, mais on s'est battu dans le bon sens pour construire quelque chose, pour faire quelque chose pour les malades. Moi, c'était le côté humanitaire, humain de l'homme, et lui, c'était les finances. J'ai dit, il faut marier les deux. Et c'est pas évident de marier côté humain et côté finance, mais on a réussi quand même en créant le guichet unique à la CPS. Parce qu'auparavant, les gens étaient convoqués sur trois bureaux, trois centres avant de partir en France. Aujourd'hui, ils rentrent dans le guichet unique, il a tout ce qu'il faut. Donc, on a allégé cela. Donc, 70% des problèmes ont été résolus par ce guichet unique. Et pour bien comprendre, est-ce que c'est bien ça? C'est vous qui serez tête de liste, mais est-ce que c'est l'équipe de Mayana Bambridge qui vous a apporté le programme que vous allez défendre pendant ces élections? Il y a les jeunes qui étaient avec Mayana, mais j'ai beaucoup de jeunes aussi qui font partie du conseil municipal, et certains, ils ont un sacré savoir, et on les a mis ensemble, et notre programme, il est prêt aujourd'hui. Et est-ce qu'aujourd'hui, c'est le moment de diffuser notre programme? Je ne pense pas, parce qu'ils vont prendre nos programmes. C'est ça qui m'inquiète un peu. C'est pour ça, selon vous, quasiment aucun des principaux partis ne parle de son programme, parce que tout le monde a peur que l'adversaire prenne les idées des autres? J'ai pas tellement, tout le monde a peur. C'est surtout la loi qui nous interdit. J'ai peur de ça, parce que je suis un homme
respectueux de la loi. Oui. Et je sais que c'est à partir du 2 avril qu'on doit diffuser les programmes. C'est parce que c'est ça que la population attend. Et moi, il y a tout fait nous, on n'a pas le droit. Et c'est ça qui me retient un peu de parler du programme, de ne pas tomber dans ce truc-là, parce qu'on va me dire que voilà, j'ai enfreint la loi. Bon, on en parlera un petit peu comme tout à l'heure à partir de 2h45. Dernière question, Mariana Bambridge le disait, bon, elle n'a jamais été élue, c'est une technicienne, mais elle est pour encore quelques heures, elle est encore conseillère du président du pays, Oscar Temaru, en charge des relations avec l'État. Est-ce que vous craignez pas qu'on vous dise, en fait, Patrice Jamais et Oscar Temaru, ils ne sont pas si éloignés que ça, la preuve, ils ont la même conseillère. Mais vous savez, qu'est-ce que j'ai dit dans mon mandat, c'est de renouveler radicalement l'Assemblée de Polynésie. C'est tout le monde, il faut changer. C'est-à-dire qu'on change les élus, mais on garde les mêmes conseillers. Parce que un conseiller, il est fonctionnaire, il doit être au service, soit du gouvernement, ou bien soit d'un établissement de la fonction publique, mais il est là à être au service de la population. Et il ne doit pas se positionner par rapport à un groupe politique. Il faut vraiment avoir le courage. Maintenant, aujourd'hui, il va se positionner. Et je pense, avec toute son expérience, ça pourra que apporter du bien à notre Yatoura Tofénois et surtout à la population. Alors, parlons de votre thème, c'est redonner confiance dans les élus. Alors, comment redonner confiance dans ces élus, puis en les mettant dehors, tous dehors, c'est ce que vous dites, pour en mettre des nouveaux à la place. Est-ce que cela signifie que vous les mettez tous dans le même sac, Tawera, gouvernement UPLD, l'équipe de Te Varo-Fritsch? Est-ce que vous dites tous pourris ou tous incompétents? Non, vous savez, au sein de l'Assemblée territoriale, il y a exactement 7 grands groupes. Donc il y a 7 leaders qui sont au sein du Conseil de l'Assemblée territoriale. Et on pourrait dire il y a 7 leaders qui sont présents. Et je leur ai demandé à un moment donné, est-ce qu'il n'était pas possible de laisser leur intérêt personnel et intérêt de groupe politique afin de mettre le pays au centre et l'homme au centre. Et la réponse était presque impossible. Ils étaient incapables de travailler ensemble pour le bien du peuple. Aujourd'hui, la population en souffre. Donc, quelque part, il faudrait laisser un peu nos groupes politiques, nos intérêts personnels de côté et mettre la population, essayer de soulever ce pays. Mais malheureusement, ils sont incapables de travailler ensemble. D'où la solution. La seule solution, c'est de les sortir tous parce qu'ils sont incapables de travailler ensemble. Je ne veux pas dire qu'il y a tous des mauvais à l'intérieur. Pas du tout. Mais c'est les événements qui se sont passés, l'instabilité qui s'est perdurée sur presque 6 ans, depuis 2004 jusqu'à 2010, qui fait que eux tous à l'intérieur, ils ont mangé de ce pain-là, de la déstabilisation. Donc, ils sont plus crédibles, même si c'est des personnes honnêtes. Mais leur crédibilité, ils ont perdu par rapport à ce que la population a vu, écouté, et voilà. C'est presque injuste pour certains d'entre eux. Vous dites que certains ne sont pas si mauvais que ça, mais il faut quand même tous les mettre dehors parce que l'ensemble de la classe politique est décrédibilisé. Oui. Mais c'est un peu injuste pour certains parce que nous, c'est un mouvement citoyen. Je regarde, parce que ma vue à moi, c'est la vue de la population. Et la population aujourd'hui n'en veut plus. Et aujourd'hui, je sais que les chiffres d'abstentionnistes sont alarmants. Il y a plus de la moitié de la population ne vote plus parce qu'ils n'ont plus confiance. Ouais. D'où la raison de rétablir la confiance. Et comment rétablir la confiance? Il suffit de voir les groupes qui sont en train de se composer avec les anciens élus dedans. Il y a quelques-uns qui traînent des casseroles, tout ça. Mais ça s'effrite. C'est parce que c'est la population qui veut pas. Eux, entre 57 personnes, c'est facile à se regrouper. Mais l'avis de la population, quand ils vont présenter, ils vont toujours dire, je suis pas d'accord avec lui, voilà, le groupe, il s'effrite. D'où la solution, je pense qu'il faut renouveler complètement la classe politique pour que la population regagne cette confiance-là. Mais Te Varo-Fritsch, par exemple, qui était d'abord avec le Tawera et qui a démissionné du Tawera, qui a quitté l'Assemblée parce qu'il n'était plus d'accord avec son groupe, lui aussi a dit ça suffit, lui aussi il dit Atia pour levons-nous comme vous. Et ce qu'il dit, c'est que c'est dommage que vous, par exemple, vous partiez seul parce que ça risque de disperser les voix de ceux qui veulent changer le système. Je ne pense pas qu'on est là pour disperser les voix. Je pense qu'il y a tout à fait, on est là pour rassembler les voix. Probablement quelques groupes dispersent les voix. Mais je pense que on ne veut pas disperser les voix. C'est pour ça le message qu'on lance à la population, c'est justement qu'ils deviennent libres dans leurs décisions, dans leurs choix aussi. Je pense qu'aujourd'hui le choix se fait, c'est des choix de groupes, de sections, tout ça, et c'est fini ça. Regardez l'exemple de Mahina. Au début même, on me disait que certains groupes avaient presque 200 sections. Tu multiplies 200 par 20, ça fait 4000. Je me suis dit, mais c'est pas de la peine d'aller aux élections, ils ont déjà gagné. Mais on a 1000 voix en plus que... Tu vois ce que je veux dire, C'est fini ça.
Il faut être rassembleur, il faut rassembler les gens qui sont déçus de la classe politique, et on est là pour ça, on se lève pour eux. Et justement, comment faire pour que la population retrouve confiance dans ses élus? Qu'est-ce que vous proposez? Il y en a qui proposent de baisser les indemnités, d'obliger les élus à être présents à l'Assemblée, de limiter le nombre de mandats. Qu'est-ce que vous proposez pour redonner confiance dans les élus? La toute première chose, c'est de mettre des têtes nouvelles, déjà là. Parce que la situation du pays, actuellement, et les gens qui en souffrent, qui ont perdu leur emploi, à mon avis, ils veulent plus que ces mêmes élus reprennent la place. Et d'un. Mais est-ce qu'ils sont trop payés, par exemple? Tu sais, il y a tout au Fénois. Il faut que l'argent que tu touches, tu dois avoir un résultat. Tu dois bosser pour bénéficier de cette somme d'argent. Si tu touches 15 000 francs, tu travailles pour 15 000 francs. Si tu touches 720 000 francs, tu dois bosser pour 720 000 francs. Et non pas aller à l'Assemblée, tourner les pouces, passer leur temps à lire la dépêche et tout cela. Moi, je suis pas d'accord. Il y a certains qui viennent pas aux réunions à l'Assemblée territoriale. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Moi, je suis favorable de payer une personne très bien payée, mais il faut qu'il y ait des résultats. Quels sont les résultats aujourd'hui au niveau du pays? Échec à tous les niveaux. Et ces personnes sont payées pour justement que le pays ne tombe pas. Et comment on peut estimer ces résultats? Par exemple, si les élus ne sont pas présents à certaines réunions, comme vous disiez, ils seront payés moins, par exemple? Ça peut être une... Ah oui. Nous, les élus qui sont pas présents, mais on les coupe. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'au CSC, j'ai passé du temps au CSC. Oui. Au CSC, tu loupes une réunion, t'as pas d'indemnité. Mais c'est tout à fait logique, c'est tout à fait juste. On parlait tout à l'heure du cumul des mandats. Vous êtes contre le cumul de plusieurs mandats. Est-ce que vous, si vous étiez élu président, vous feriez un seul mandat ou vous pourriez continuer à en faire d'autres? Est-ce que vous pourriez vous représenter dans 5 ans si vous étiez... C'est un mandat, je pense que c'est 5 ans. C'est 5 ans, oui. Mais est-ce qu'en 5 ans, je pourrais mettre le programme qu'on veut mettre sur place? La question, elle est là. Si quelqu'un d'autre qui peut me suivre en même temps, il peut reprendre les rênes, je le ferai. Mais si je suis là, c'est pour rassembler le peuple. C'est pour rassembler les élus au sein de l'Assemblée territoriale et pour que la confiance revienne. Si au bout de 5 ans, la confiance est revenue, il n'y a pas de souci que je laisse ma place. J'aurai 66 ans. Et c'est pas... Aujourd'hui, j'ai presque 60 ans. C'est pas aujourd'hui que je vais penser d'être un homme politique. Non. Je suis pas une personne ambitieuse. Mais je suis là, c'est justement pour essayer de mettre d'autres personnes, pour que ces mêmes personnes, cette jeunesse d'aujourd'hui, cette nouvelle génération puisse écrire la société qu'ils veulent demain. C'est ça mon souci en moi. Apporter une nouvelle génération avec et rénover les valeurs, intégrité, travail. Et en même temps aussi, toutes ces dettes-là que le pays est en train d'accumuler, je suis pas d'accord que c'est mes petits-enfants, arrière-petits-enfants qui supportent tout cela. C'est à nous à supporter. Quelque part, la population est un peu responsable de cette situation-là. De même que la commune. Si je me suis levé, j'ai pas voulu que ces dettes, les 830 millions, soient supportées par mes petits-enfants. Tu vois tout ça. Et le pays, on en a 85 milliards. Et je veux pas que ces 85 milliards soient supportés par mes petits-enfants. J'aimerais que mes petits-enfants, tous les Toussaint, ils viennent m'envoyer des bouquets de fleurs sur mon tombe. Quoi, ce que je dis? Mais si on les laisse des dettes énormes comme ça, ils n'ont pas d'avenir, ils viendront pas envoyer des pots de fleurs. Un dernier mot sur cette nouvelle gouvernance, sur ces valeurs que vous voulez ramener. Cette semaine, j'ai pu assister à une réunion publique que vous organisiez, et puis à une réunion interne à votre équipe, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de femmes, même un peu plus de femmes que d'hommes, j'avais l'impression. Ça, j'ai l'impression que c'est nouveau, c'est assez rare dans la plupart des partis, et puis même dans les gouvernements. Est-ce que ça aussi, faire que les femmes soient présentes, participent à la politique, c'est quelque chose de nouveau que vous avez envie d'initier? Je pense que Est-ce qu'elles apportent quelque chose de plus, de nouveau? Ah, beaucoup de choses. Ouais. Qu'est-ce qu'elles apportent en plus, les femmes? Moi, j'ai une femme, moi, à la maison. J'ai 3 filles. J'ai 3 femmes à la maison. Et elles m'apportent beaucoup de choses. Leur sensibilité, surtout, par rapport à moi. C'est peut-être pour ça que je suis devenu un père à cœur de femme. Je sais pas. On m'appelle toujours, j'ai peut-être une carrure de très robuste comme ça, mais ils disent toujours j'ai un cœur de maman, j'ai des faiblesses. Je suis très sentimental, dis-moi, malgré ma carrure aussi. Peut-être c'est à cause de ça, j'ai eu de la chance d'avoir 3 filles et une femme à la maison. Donc je suis pas devenu une femme. J'ai toujours gardé mon physique d'homme, mais quelque part, il m'a forgé aussi au niveau du cœur.
Et est-ce que vous seriez favorable à ce que dans le gouvernement, si vous étiez président du pays, il y ait autant d'hommes que de femmes, ou à peu près actuellement? Enfin, on sait que les précédents gouvernements et l'actuel, il n'y a qu'une seule femme, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous seriez favorable à ce qu'il y ait autant d'hommes que de femmes dans un gouvernement? S'il y a des femmes aussi compétentes que des hommes, pourquoi pas? Et vous avez des femmes aussi compétentes que des hommes dans votre équipe? Il y en a plein. Il y en a plein. Avant-hier soir, quand je suis passé à la télé, je pense, j'ai envoyé un message fort à tous les étudiants de Paris, de France. Parce que je sais, ils sont en attente. Et ils sont pas trop intéressés à revenir dans le pays à cause de la situation. Et moi, je leur ai lancé un appel de revenir construire le pays. Parce que c'est vous qui détenez la matière grise. Et nous, on a la sagesse, probablement, mais entre la sagesse et la matière grise, si on le met ensemble, on ira très, très loin. Je parlais dans l'introduction du nouvel article du Monde qui est paru aujourd'hui en France à propos de Gaston Floss. Une question d'un auditeur. Est-ce qu'après vous être levé contre le retour d'Émile Vernodon à Maïna, est-ce que vous vous levez cette fois-ci pour empêcher le retour du diable, comme il l'appelle, de Gaston Floss? J'ai toujours un respect envers la personne humaine. J'ai beaucoup de respect. Parce qu'on est condamné à aimer même nos ennemis. Mais je suis pas aussi avec ceux qui ont ce pouvoir je dirais le mot de corrompre les personnes. J'ai horreur de ça. Et souvent, il y a certaines personnes, ils ont cette volonté, ce pouvoir en eux, de s'occuper d'eux, de faire que pour eux-mêmes, et avec leur volonté, leur force, tout ça. Moi, je suis en contradiction avec cette façon de faire, complètement l'opposé. Et je ne supporte pas. C'est une des raisons, des grandes raisons que je me lève, que quand je parle de moralisation de la classe politique, c'est surtout à cause de tout cela. Voilà, c'est pour arrêter complètement cette période qu'on a pu connaître oui. de corruption, etc. Complètement. Et à l'inverse, est-ce que c'était Quito Bruno Ortega qui disait ça la semaine dernière à ce micro? Est-ce que vous diriez que le bilan du gouvernement d'Oscar Temaru est nul, qu'il n'a rien fait? Est-ce que c'est aussi pour ça que vous vous levez? Si on peut dire, je pense que les renversements successifs, c'est passé peut-être il y a eu 8 fois, et c'est la 9e fois peut-être qu'il tient. Ouais. Le 9e gouvernement qu'il a tenu plus de 2 ans. Mais comment voulez-vous, pendant presque 6 ans de renversements successifs, que le gouvernement actuel puisse faire quelque chose de bon avec peu de moyens? Et la situation de la mairie, c'est pareil. J'ai pris la mairie au bout de 2 ans, c'est avec beaucoup de mal et de difficultés à relever notre commune. Parce qu'on n'avait plus les moyens financiers. On avait le personnel nécessaire, mais il fallait aussi mettre les choses à leur place, réorganiser tout ça, avoir rétabli la confiance. Et tout ça, je pense que Oscar Temaru a subi ça. Je dis pas qu'il est parfait, mais il a subi quand même les conséquences de cette déstabilisation. Et aujourd'hui, il a tenu pendant 2 ans. Bon, il fait avec. Maintenant, est-ce que le jugement de la population par rapport à tout ce qu'on entend, la réinscription, l'indépendance, l'autonomie, ça c'est autre chose. Oui, on en parlera tout à l'heure. Et nous, on sera pas à 16h15. Ouais. On va pas être là. Parlons un peu de votre programme, quand même si vous ne voulez pas en parler. Un membre de votre équipe me disait que régulièrement, des électeurs vous demandent Patrice, qu'est-ce que tu nous donnes en échange de mon vote? À ces personnes-là, qu'est-ce que vous leur répondez? Mais ce que nous proposons, nous, c'est, comme je viens de dire, c'est la moralisation d'abord de la vie politique, de limiter les coûts des institutions, d'imposer aux représentants des élus de siéger à l'Assemblée. Ça, c'est des solutions claires et nettes. On est élu pour être à l'Assemblée, on n'est pas élu pour être ministre. Et il y a juste le président et le vice-président qui sortent de l'Assemblée. Et lui, il monte son gouvernement avec 8 ministères, dont les ministres font partie de la société civile. Déjà là, tu vois, la confiance va se rétablir. C'est moi qui te le dis. Il va se rétablir parce qu'il y a une nouvelle gouvernance. Et qu'est-ce que vous dites aux gens pour les convaincre de voter pour vous quand ils vous disent qu'est-ce que tu nous donnes en échange de notre vote? Est-ce qu'ils arrivent à comprendre que cette époque, pour vous, c'est terminé? Qu'on n'a pas forcément un logement, un emploi, uniquement si on vote pour la bonne personne? Vous savez, on est en phase de réparation. Ouais. Et si on veut réparer avec rien du tout, c'est déjà pas facile de réparer quand on n'a plus les moyens de le réparer. Donc quelque part, c'est l'homme qui doit réparer. C'est la population avec le gouvernement et le pays qui doivent réparer cette situation-là. Et comme on n'a plus les moyens. Donc pour moi, l'essentiel, l'arme absolue, c'est la confiance. Comme ça, le gouvernement pourra demander la part de la population s'il y a confiance. Donc
tous les programmes qu'on mettra sur place, s'il n'y a pas de confiance, on aura beau avoir de beaux programmes, on ne réussira pas. Donc pour moi, l'essentiel, c'est de rétablir cette confiance. Et comment rétablir cette confiance? En mettant des personnes nouveaux. Donc déjà là, ceux qui en souffrent, je dis, c'est pas eux les causes qui ont fait que notre pays est en échec. Donc ayons confiance à ces personnes-là. Et après, on proposera des choses pour réparer le pays, pour payer les dettes. C'est-à-dire, il faut diminuer. Il y a plein de choses, il faut diminuer, il faut réformer, il faut dégraisser. Il y a plein de choses. Les gouvernements successifs qui se sont pris. Qu'est-ce qui s'est passé? Des embauches au niveau des services du territoire. Et aujourd'hui, ça explose. Et qu'est-ce que le plan Brouillette qui dit? 400 personnes sont mis pour partir à la retraite. 400, c'est pas 4. 400 personnes qui sortent du service administratif, qui sont fonctionnaires de public, et on ne remplace pas. C'est quelque part, il y en a 400 personnes qui ne travaillent pas dans l'ensemble. Et je sais aussi qu'il y a presque 31 milliards de charges salariales pour ces services territoriaux. C'est trop. Est-ce que c'est cette somme d'argent qu'on paye pour les fonctionnaires du territoire, est-ce qu'il y a des résultats? Je ne pense pas. Il y a eu trop d'abus et tout ça. Les abus, il faut les réparer maintenant. Donc la prochaine équipe qui va prendre, si il y a tout là. Aujourd'hui, on me traite de fou. Quand j'ai pris Mahina, tout le monde dit il y a 830 millions de dettes. Mais tu es fou, Patrick. J'ai dit oui, je suis un fou qui aime ma commune. Et je suis un fou aujourd'hui qui aime mon pays. Et c'est moi qui vais le dire comme ça, si vous ne ferez pas disputer, qui vais dire l'un de vos slogans, si vous me direz si je me trompe. C'est notre richesse, c'est nous, c'est ce que vous disiez à l'instant, tout le monde doit participer. Et puis un autre slogan, l'autonomie alimentaire et l'indépendance énergétique. C'est ça aussi, l'alimentaire, donc le secteur primaire et le secteur énergétique, ce seront là vos deux priorités? Tout à fait. Tout à fait. Si aujourd'hui on était autonome au niveau alimentaire, même s'il n'y a plus de travail, mais on a l'autonomie alimentaire, même si on n'a plus d'argent, mais si on a toujours quelque chose à manger chez soi, on va pas en souffrir. Aujourd'hui, les gens qui travaillent, il faut de l'argent. Tout le monde passe dans un magasin parce qu'on a oublié le secteur primaire. Donc il faut développer déjà cela pour être autonome alimentairement. Sur l'indépendance énergétique, on est entouré d'autres mers. Comment on fait pour l'indépendance énergétique, justement? Comment on fait pour se passer du pétrole pour alimenter les centrales? Mais on a le soleil, il faut utiliser toute cette énergie du soleil, du vent, de la mer. On a tout ce qu'il faut. Pendant 50 ans, on a pu bénéficier des mannes énormes pendant la période du CEP. Et je sais qu'il y avait des laboratoires d'études qui étaient présents ici, qui étudiaient sur toutes les énergies. Mais on n'a jamais profité de monter des grandes structures pour l'après CEP. Et aujourd'hui, on veut mais je dis pas c'est trop tard. Il faut le faire, mais c'est pas aujourd'hui qu'il fallait faire. Il fallait le faire il y avait 20 ans, 30 ans en avant. Quand le CEP était là, parce qu'on avait tous les moyens. À l'époque, on avait tous les ingénieurs nécessaires pour justement construire là, pour que cette énergie soit récoltée, pour que qu'on vive indépendamment du fioul. Aujourd'hui, il suffit que le bateau n'arrive pas, c'est fini. Et c'est possible, pour vous, d'être indépendant énergétiquement? Se passer du pétrole, tout ça, c'est vraiment possible? Ah, c'est très possible. C'est très possible. Je dis pas qu'on n'aura plus besoin du fuel, mais si on peut le diminuer déjà à 50%, tu te rends compte? Et quand vous utilisez dans ce slogan autonomie alimentaire, indépendance énergétique, quand vous utilisez autonomie, indépendance, on pourrait inverser la phrase, on pourrait dire aussi indépendance alimentaire, autonomie énergétique, j'imagine. C'est pour dire quoi? C'est que ces deux termes-là, ça ne veut plus dire grand-chose? Non. Aujourd'hui, ces deux termes-là, c'est ces deux termes-là qui ont fait que la population elle est divisée. On a utilisé l'indépendance et on utilise ces mots-là pour justement pour faire remuer la population, pour qu'on ait des voix, et de l'autre en face, il y a les autonomistes, et il y a tout le Taoufénois. On s'est dit, on va faire taire ces deux mots, pour au moins 5 ou 10 ans qu'on n'en parle plus de ça. Parce que c'est la cause, ça, aujourd'hui, que les gens ne comprennent plus. C'est quoi l'indépendance? C'est quoi l'autonomie? Et les gens se battent. Les deux personnes en haut, il n'y a que deux qui se battent. Mais quand ils utilisent ces deux mots pour se battre, mais c'est toute une population qui ne sait plus où aller. Il y a tout le Taoufénois, on veut faire taire. On veut plus. On a un statut. On exploite le statut au maximum. Et on a un bon statut, je le sais. Et si on utilise à fond, on devient déjà
autonome, alimentairement et énergétiquement indépendant aussi, on peut y réfléchir le demain de notre pays. Mais si on n'est pas encore arrivé à exploiter comme il faut le statut, demandons pas à sortir. Hein. Je suis pas d'accord. Il nous reste 30 secondes avant de marquer une première pause. On en reparlera après parce que c'est un sujet intéressant. Vous avez un grand projet dans votre programme, c'est l'apprentissage et une école de l'apprentissage. Est-ce que vous pouvez nous en dire un mot? Oui, souvent. Vous savez, il y a eu une époque où les parents, ils essayaient de pousser leurs enfants à faire des grandes études. Tout le monde, c'était ça, les résultats. Il faut qu'il y ait 80% de personnes qui passent leur bac. C'était ça le slogan. Aujourd'hui, on peut plus se permettre de garder ce slogan-là, que tout le monde ait le bac. L'apprentissage, ça consisterait pour les élèves en difficulté à faire une semaine à l'école, une semaine en entreprise. Non, ça une semaine à l'école, nous proposons, et pourquoi pas 3 semaines dans les entreprises. Parce qu'il faut connaître d'abord les bases théoriques d'abord du travail, de ce métier, et l'application, il faut plus être pratique que théorique. Actuellement, il y a eu des enfants qui ne veulent plus continuer à l'école parce qu'ils sont dépassés par le contenu du programme pour aller loin. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, aujourd'hui, on a une grande catégorie d'enfants qui ne peuvent pas être des ingénieurs. Il y en a peu qui vont arriver. Et ça leur permet et les moyens financiers aussi. Les parents ne peuvent pas se permettre de pousser leurs enfants. Donc, imaginons des programmes pour ces enfants qui sont adaptés à leur situation. Aujourd'hui, on a besoin. Le pays devrait dire combien de médecins on a besoin, combien d'ingénieurs d'eau on a besoin, combien. Il faut déjà et voir déjà, on a besoin de 200 personnes pour faire les autres études. Le reste, des électriciens, combien on a besoin? C'est ça qu'il faut faire. Et leur permettre de leur donner une formation pour être prêts pour aller sur le marché du travail. Dans le domaine aquaculture, de la culture et tout. On marque une première pause, on se retrouve juste après et on parle de votre vie, Patrice Jamais. À vous la parole, deuxième partie en direct sur Thierry FM et Radio 1 avec les nouvelles de Tahiti. Serge Massot de la rédaction des nouvelles de Tahiti reçoit Patrice Jamais. Patrice Jamais, le candidat à tête de liste de la liste Yaturato Whenua. Et si on parlait de vous, Patrice Jamais, vous avez 59 ans, vous avez 3 filles et combien de motois? 3 motos. Et 3. Vous êtes né à Tuona, aux Marquises. Oui. Vous disiez dans un portrait que je vous avais consacré aux nouvelles en janvier dernier que vous étiez un grand sportif. Vous avez même remporté une médaille d'argent en volleyball, je crois. Racontez-nous ça. Oui, parce que moi je suis né aux Marquises et le 14 mars 54 et j'avais à peine 6 mois ou 8 mois et on est revenu sur Mahina. Mais toute ma jeunesse, je l'ai passée à Mahina, en primaire, et je suis passé à l'école des frères du 6e jusqu'au 3e. J'ai réussi mon BEPC, je suis parti sur le lycée Taoné, et cette époque entre 16 ans et 18 ans, 20 ans, j'étais fan un peu de sport. Je faisais énormément de sport, et dans tous les domaines de sport, à l'athlétisme, et en particulier le football et le volleyball. Et voilà, ben maintenant, à 18 ans, on avait fait une sélection scolaire, hein, et j'étais à lycée Taoné, on avait choisi 2 par école, on a fait une sélection, on est parti pour une première fois à Nouméa en 72 et on a joué contre la sélection de Nouméa. On a failli les battre, nous les scolaires qui avaient à peine 17-18 ans. Et je suis revenu et j'ai tellement aimé ce pays-là parce que j'avais notre aîné vivait à Nouméa. Je suis revenu et je devais justement continuer mes études pour partir en France pour faire des études assez longues pour devenir ingénieur. Mais j'ai choisi le sport et la nature de Nouméa. Je suis parti dans les tribus et après j'ai travaillé sur Nouméa Nickel de Nouméa pendant 2 ans et pendant ces 2 années-là, on a créé une association UCJ, Union des jeunes chrétiennes protestantes, et on a créé cette association-là dans le but de mettre en place une équipe de volleyball. Et on a participé au championnat de volleyball à Nouméa, 72, 73, 74, et je sais qu'en 73, on avait préparé la sélection de Nouméa et je suis rentré dans la sélection de Nouméa à l'époque pour essayer d'aller, c'était pour les Coupes Océanie de volleyball. Donc il y a toutes les équipes du Pacifique, il y avait l'Australie, la Nouvelle-Zélande, Guam, Fidji. Et vous avez été médaillé d'argent de volleyball. Oui, j'ai participé à cette équipe-là parce qu'on n'était qu'à peine 7 sélectionnés sur les 38 présélectionnés. Au départ, pendant 6 mois, on s'est entraîné, on avait gardé que 7 personnes pour participer à cette Coupe Océanie. Voilà. Et je me souviens, c'était avec les nouvelles, on avait lancé ce sondage de l'élection de la personnalité de l'année. Et là, au mois de janvier, vous me disiez, il faudrait que ce soit Anne-Caroline Graff qui gagne parce qu'elle mérite vraiment.
En tant que sportif, quelle valeur est-ce que vous avez vous a appris le fait d'être sportif? Si on veut être un sportif journalier, on n'a pas trop besoin de sacrifices. Et si là, on veut être un sportif de haut niveau, donc la première chose à faire, c'est le sacrifice surtout. Beaucoup de sacrifices. Donc il faut passer des heures à faire du sport tous les jours. Et c'est comme ça qu'on peut arriver à un niveau. C'est d'où la raison de le choix, parce que je sais c'est quoi s'ouvrir pour avoir une place dans une sélection surtout d'un pays. Et au niveau mondial, ça doit être multiplié par 100 les sacrifices. D'où le choix de cette demoiselle-là que je félicite. Les sacrifices, le travail, l'esprit d'équipe, c'est tout ça le sport aussi. Énormément. On apprend beaucoup il y a beaucoup de qualités qu'on retrouve dans des sports collectifs surtout. On apprend à se respecter. Il y a beaucoup de choses. J'ai appris beaucoup de choses dans le domaine du sport. Alors en 1975, vous entrez à l'OPT comme agent technique et de maintenance. Jusqu'en 2005, vous avez été mis à disposition pour vous occuper de la fédération Atahualpa qui vient en aide aux personnes évassanées. Vous êtes à l'origine de cette association. Alors qu'est-ce qui vous a poussé à créer cette association Atahualpa? Et puis expliquez-moi quelles étaient les conditions pour quelle était la situation quand à l'époque, avant la création de cette association, quand on était évassané, comment ça se passait? Et puis maintenant, qu'est-ce qui a changé avec cette association? La première fois que je suis parti en France à cause du problème de maladie de ma fille, c'était en 94. Donc je peux dire, je connais pas la position des malades qui partent en France. Je découvre. Et moi j'ai fait l'effort, je me suis dit ça doit être comme ça, avec beaucoup d'efforts. Il fallait courir à droite et à gauche pour tout ce qui est administratif. Et ma fille, elle avait à peine 9 ans, mais je prenais tout ça en charge, parce que j'avais le droit de l'accompagner. Et maintenant, tous ces soucis-là, je suis arrivé en France et je savais que c'était pas évident de se préparer pour partir en France lors d'une Evasan. Je suis arrivé en France, je me suis occupé que de ma fille pendant cette période. J'ai même pas dormi pendant les 30 jours. Je dormais à peine 2 heures par jour et j'ai tenu. On avait de l'énergie quand un enfant tombe malade et on a toute l'énergie qu'il faut nécessaire pour être proche de son bébé. Mais rien n'était vraiment organisé, c'était difficile quand on se retrouve. Non, mais j'ai découvert après, c'est au retour et il y a eu récidive de la tumeur de ma fille parce que sa maladie était au niveau du cerveau. En 97, je suis reparti. Et là, comme je connaissais un peu l'organisation, ça a été plus facile parce que c'est une deuxième fois que je pars. Et arrivé sur place, je me suis donné un peu de temps pour voir tous les malades. Et j'ai découvert là-bas, il y a des personnes qui venaient des îles qui ne parlaient même pas le français. Alors que moi, j'avais eu des difficultés ici pour se préparer pour partir. Alors je me suis dit, mais combien plus encore ces personnes ont ces difficultés-là? C'est comme ça. Et en plus, ils m'ont demandé, Patrice, si tu rentres, fais quelque chose pour les malades qui viennent des îles. Les malades surtout qui maîtrisent pas la langue française. Parce qu'en France, c'est 8 mois d'hiver. Et ça, ils sont même pas au courant, ils sont même pas informés. Tu te rends compte? Il y en a même qui partent avec des savates là-bas, avec un short pendant la période de novembre-décembre. Vous vous rendez compte? Donc toute la partie humaine a été délaissée un peu. Voilà la raison. On a mis sur place Atahualpa pour essayer de préparer cette partie humaine, que les gens soient informés dans quel pays je vais et quel est le climat. Tout ce qu'il faut, le mât, tout, il faut le prévenir. On peut pas aller à Paris en savate pendant l'hiver. Et tout ça, c'est ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, je pense que le guichet unique de la CPS a apporté une solution qui maîtrise au moins tous les problèmes. Presque 70% des problèmes ont été résolus. Et est-ce que vous vous êtes beaucoup appuyé sur votre réseau associatif, sur Atahualpa pour constituer votre liste pour les territoriales dans les îles? Pas du tout. Je me suis pas reposé sur Atahualpa. Mais ma notoriété, elle est là. J'ai été un grand sportif. J'ai servi dans l'église pendant presque 12 ans. Je voulais être diacre. Et après, j'ai fait 12 ans aussi d'association humanitaire pour les malades. On m'a connu. J'ai eu ma notoriété dans tous ces domaines-là. Et quand je suis passé au niveau de la commune, quelque part, ça a apporté peut-être une facilité pour que je puisse être maire aujourd'hui. Mais tu sais, j'ai toujours été une personne qui, quand je me lève pas à moitié. Je me lève à fond. C'est probablement une de ces qualités que j'ai. Parce que je me lève pas pour faire plaisir. Je me lève surtout pour répondre aux besoins de la population. Jamais pour mon intérêt. Et vous parlez de l'importance de la religion pour vous à l'instant. Justement, quelle place doit jouer la religion dans la politique? Est-ce que c'est quelque chose qui doit être séparé, chacun ses croyances, ou est-ce que c'est quelque chose qui doit avoir une place pour vous? Est-ce que par exemple vous seriez d'accord pour remettre la croix au sein de l'hémicycle de l'Assemblée? J'ai beaucoup de respect à toutes les différentes religions, hein.
Mais je pense que la religion, pour moi, la meilleure religion, moi, j'ai foi en l'homme. J'ai foi en l'homme. Et qu'est-ce que un homme a besoin? Il a besoin d'être aimé et elle est faite pour aimer, pour être aimée. Et c'est tout. Et la parole de Dieu tourne autour de ça. Il nous dit, tu sais l'histoire de la Bible, quand tu résumes la Bible, c'est l'amour de Dieu pour l'homme, et l'homme doit aimer aussi son prochain. Dieu, elle est là, et nous dit de l'aimer et d'aimer son prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu si tu n'aimes pas ton prochain. Et pour moi, c'est pour ça que je dis, l'homme est au centre de tout. Si tu aimes l'homme, Dieu a sa place. Si tu n'aimes pas l'homme, Dieu n'a pas ta place. Quelle que soit la religion, c'est ce message-là qui est important. Oui, c'est important pour moi. Celui qui se dit chrétien et il n'aime pas l'homme, il n'y a pas de Dieu dans sa vie. C'est que des paroles. Et cette croix, est-ce que vous seriez favorable à la raccrocher dans l'hémicycle de l'Assemblée? On se souvient que ça avait fait polémique après le. Je disais tout à l'heure, j'ai du respect pour toutes les religions, donc je ne le mettrai pas. Dernière question sur votre parcours dans les nouvelles en janvier. Je l'évoquais dans l'introduction tout à l'heure. Vous disiez, je n'aime pas lire, c'est ma femme qui lit les journaux. Et quand je rentre à la maison, je dis, qu'est-ce qu'il y a dans les journaux? Je vérifie, mais je ne suis pas quelqu'un qui lit. Je suis surtout quelqu'un qui écoute. Lire, ça m'endort. Ne pas aimer lire, est-ce que c'est un handicap pour gérer le pays? Parce qu'il la question, elle était claire. La question, quand on m'a posé la question, quel livre vous aimez lire? Quel est votre livre préféré? Et moi, ma réponse à moi, c'était, j'aime pas lire, parce que quand je dis j'aime pas lire, je peux pas aller jusqu'au bout d'un livre. Ça vous endort? Ça m'endort. Au niveau des médias, le matin, ma femme, il lit de A à Z, il lit jusqu'à la fin et il revient par-dessus en détail, tout. Et il me dit, Patrice, il y a quelque chose d'intéressant. Il dit, quelle page? Je lis et je lis. Je lis toute la page. Hein. Je m'intéresse à l'essentiel. Et c'est Maïana Bambridge, du coup, si vous êtes président du pays, qui lira les dossiers pour vous et qui vous fera les synthèses? Vous savez, un homme élu, c'est un décideur. Il faut pas. Moi, je pense qu'un élu ne doit pas être un technicien. Un élu, il est là pour décider, pour mettre des stratégies sur place, donner une orientation à un pays, et les techniciens, ils sont là pour travailler. Donc, il faut qu'il y ait une confiance entre les décideurs et les techniciens. Si le technicien, il dit, quand tu mélanges du blanc et du noir, ça fait gris, tu dois l'écouter parce qu'il connaît. Mais si tu dis non, ça doit être du jaune, ben voilà. Le décideur, il décide mal. Donc, la décision, normalement, des élus, les personnes qui sont élues, doivent prendre des décisions par rapport à ce que le technicien lui propose. Donc, s'il y a une grande confiance entre ça, ben, tous les dossiers qu'on a en cours doivent être mis sur place parce que c'est réfléchi. Il y a un coût a été dépensé pour faire des études. Et si le technicien il dit c'est possible d'arriver à Takaroa parce que notre voile elle est assez grande, il y a assez de vent, on l'écoute. Et les élus ils sont là à tenir la barre pour arriver sur Takaroa et non pas arriver sur Mani. Et justement, parlons en quelques minutes de votre bilan à la commune de Maïna après 2 ans en tant que maire de Maïna. Vous avez reçu un bon point de la part de la Chambre territoriale des comptes pour votre gestion de la commune. Il reste encore des dettes, mais la commune est sur la bonne voie. Comment est-ce que vous avez fait? C'est simplement mettre les bonnes personnes aux bonnes places, comme vous dites? Tout à fait. Parce que quand je suis arrivé à la mairie... C'est si simple que ça de gérer des communes, un pays, Non, mais il faut être juste. Il faut mettre les choses à leur place. Si tu es électricien, tu es électricien. Si tu es élu, tu es élu. Et s'il y a une voiture de la commune, c'est fait pour servir la commune. Quand je suis arrivé, on dirait, il y a beaucoup plus de monde, de voitures qui partent de gauche à droite. Je me suis dit, mais c'est toutes ces voitures qui vont dans tous les sens. J'ai rétabli l'ordre. Quelles étaient les choses les plus incroyables, par exemple, que vous avez découvertes quand vous êtes arrivé à la mairie de Maïna? Ce qui m'a impressionné, c'est surtout le comportement de certains délégués, syndicaux et représentants du travail. J'avais l'impression on leur a donné cette habitude-là de faire ce qu'ils veulent, parce que je sais que certains élus n'ont pas le courage d'aller en opposition sur certains délégués, parce qu'ils voient derrière ces personnes-là des voix. Donc ils prennent pas des décisions assez fermes par rapport à ça. J'avais l'impression que c'était presque le personnel qui dirigeait un peu les élus, parce que les élus n'avaient pas cette fermeté-là de dire que stop, c'est moi le patron. Et avec vous, ça c'est pas possible, c'est vous le patron. Aujourd'hui, je dis pas c'est moi le patron,
mais je suis une personne élue de la population qui garantit les deniers publics, qui garantit le service. Le vrai patron, c'est la population de Maïna. Et ça, aujourd'hui, les employés le savent maintenant, que les salaires qui bénéficient tous les mois, c'est la population de Maïna qui les paye. Mais c'est moi qui garantis ces deniers publics. Je ne dois pas faire ce que je veux avec ces deniers publics. J'ai toujours dit qu'une commune doit être gérée plus strictement qu'une entreprise privée. Parce que l'argent ne m'appartient pas. Une entreprise privée, si je suis patron, je fais ce que je veux avec mes sous, n'est-ce pas? Mais communal et territorial, on ne doit pas faire ce qu'on veut. Aujourd'hui, on fait ce qu'on veut avec l'argent des deniers publics. D'où l'échec de notre pays. Une question, c'est un auditeur qui nous a envoyé ce message sur Facebook, qui nous rappelle certaines de vos promesses de campagne des municipales. Alors, cet auditeur nous dit que vous aviez annoncé la dissolution de la SEM à Paapé, le retour de l'eau de Maïna en régie municipale, de régler le problème des ordures ménagères. Où en est-on? J'ai toujours été contre cette SEM depuis la mise en place. Mais la SEM existe toujours. Et pendant notre propagande, on s'est dit, la seule solution pour dissoudre cette SEM, c'est de rentrer dans le conseil municipal, être présent au sein de ce conseil municipal et au sein de ce conseil d'administration de la SEM. Vous savez, quand je suis rentré, j'avais l'impression que c'était les entreprises privées qui dirigeaient cette SEM, alors que la majorité était entre les mains des élus. Et nous, on a déjà ça rétabli pour leur dire, dans la majorité, normalement, c'est nous qui dirigeons. Déjà, cette situation a été réglée. Et le fait aussi de dissoudre cette SEM-là, cette année, on est en phase de dissolution, de négociation pour dissoudre cela, que ça revient en régie. Ça a pris un petit peu plus de temps que prévu. Mais il faut absolument, parce qu'il y a une convention qui a été, il y a un contrat, il y a une convention qui a été signée entre les deux parties, et cette convention-là, t'as pas intérêt à dissoudre comme ça aveuglément. Il faut bien réfléchir, il faut prendre des juristes nécessaires pour étudier le contenu de cette convention avant de dissoudre. Et une dernière question sur ce sujet, c'est Denis Helm qui s'oppose à vous, à la commune de Maïna, et qui vous écrit régulièrement pour vous demander de dire publiquement quel est le montant de vos indemnités de maire. Est-ce que, en toute transparence, est-ce que vous pouvez nous le dire aujourd'hui? Mais bien sûr. La première chose que nous avons fait depuis avril, déjà au niveau du budget, qu'on avait adopté le budget, mais on avait déjà mis dans notre budget de toucher que 35% de nos indemnités. C'est-à-dire, ça fait combien en francs? Par exemple, moi, normalement, le maire de Maïda doit toucher 345 à 38. J'ai pas en tête, parce que je suis pas là pour l'argent. J'ai même pas en tête. Et moi, je touchais à peu près 145 000. Et les adjoints au maire, au lieu de toucher 100 et quelques mille, ils touchaient 45 000 francs. Donc, et ça pendant une année. Et là, en 2012, on a monté jusqu'à 65% des indemnités. On n'est pas encore à 100%. Et je pense que ces 65%, on le tiendra jusqu'à pendant 2 ans, peut-être. Et c'est bien suffisant? Oui. Parlons de la réinscription. C'est toujours la réinscription de la Polynésie sur la liste des pays non autonomes de l'ONU. En tout cas, aux dernières nouvelles, l'Assemblée générale de l'ONU devrait étudier cette résolution la semaine prochaine. Alors, quand on entend les autonomistes, les deux précédents qui sont passés avant vous, à ce micro par exemple, on sent comme un refus de leur part de parler de ce sujet. Vous, qu'est-ce que vous en pensez de ce projet de réinscription de la Polynésie sur la liste de l'ONU des pays non autonomes? Il faudrait peut-être voir l'histoire qui s'est passée. Je sais que la Deuxième Guerre mondiale, c'est depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale que l'ONU avait pris cette décision-là, parce qu'ils voyaient que pendant cette période de guerre, il y avait eu beaucoup de dégâts, et c'était un peu pour protéger les pays non autonomes, parce que ils n'étaient pas bien protégés. Donc la réinscription a été démarrée à cette époque-là, en 1946. Et aujourd'hui, je pense que la réinscription et le mot réinscription dans cette résolution a été retiré, parce que c'est quelque chose de légitime. Et je pense aussi que... C'est un combat légitime de vouloir réinscrire la Polynésie sur cette liste, est-ce que vous dites en tout cas? Oui. Je pense, si l'Organisation des Nations Unies, c'est quelque chose d'officiel qui est là pour protéger surtout les pays non autonomes, quelque part c'est l'accompagnement des pays non autonomes qui est demandé aux nations qui les accompagnent de faire le nécessaire pour que ces pays-là puissent être autonomes un jour. Probablement on a un statut d'autonomie, mais on n'est pas encore un pays autonome. On est toujours non autonome. Je pense que la résolution aujourd'hui, elle est entre les mains modifiée avec un consensus, je pense, avec l'État français, le pays et les Nations Unies. Et cette résolution a été modifiée, le consensus a été retrouvé. Il est entre les mains de l'ONU.
Et je sais aussi qu'en 1960, on avait créé un comité des 24 justement pour essayer de voir, pour essayer de suivre tous ces pays non autonomes dans les nations, les administrer. Aujourd'hui, cette résolution est entre les mains de l'ONU et laissant la décision à l'ONU de prendre cette décision et attendons les réponses de l'ONU. C'était il y a 2 semaines lors d'un débat télévisé sur TNTV. Vous rappeliez ça, cette histoire justement de 1946, et vous disiez l'ONU doit aider les pays non autonomes à grandir. Conclusion, est-ce que vous diriez que depuis la Polynésie n'a pas beaucoup grandi, ou plutôt qu'on n'a pas beaucoup aidé la Polynésie à grandir depuis 1946, depuis que la Polynésie a été retirée de cette liste? Beaucoup de choses ont été mises sur place et nous avons bénéficié de beaucoup de facilités aussi. Et probablement c'est cette facilité qui a fait qu'aujourd'hui on supporte ces choses-là parce qu'on n'a pas fait des prévisions dans notre vie au niveau du pays. Et comme je disais au début qu'il y avait une grosse manne d'argent qui arrivait dans notre pays et rien n'a été préparé sur le long terme. Et aujourd'hui, on subit une façon de gérer cet argent-là. On a pensé vivre au jour le jour et surtout à en bénéficier, à faire des intérêts personnels, individuels de toute cette manne-là, sans penser du lendemain de notre population. Et aujourd'hui, on est en phase on est en train de subir quelque chose pour moi qui est pas facile à réparer aujourd'hui. Et parce qu'on a omis de mettre en place des projets structurants pour faire fructifier, pour faire évoluer, pour avoir des ressources, par exemple. Et tout ça, on a omis. Donc, quelque part, on est responsable de toute cette situation aujourd'hui. Une grande partie de la responsabilité revient aux personnes qui ont dirigé ce pays-là. Et ça, je suis sûr de ce que je dis. Et quand je vous citais, que vous disiez l'ONU doit aider les peuples non autonomes à grandir, ce que vous dites maintenant, c'est il est temps d'être responsable, d'être grand, c'est ça? Tout à fait. Je pense que un enfant, quand tu as un enfant, par exemple, je prends même toi, les parents devraient tout faire pour que cet enfant devienne autonome et probablement prendre son indépendance aussi dans sa vie, mener sa vie. Moi, je vois la logique dans ça. Et c'est pareil pour un pays, pour la Polynésie? Ah, tout à fait. D'un jour être indépendante? Mais aujourd'hui, le mot indépendance, à mon avis, les pays qui veulent demander leur indépendance aujourd'hui, c'est un mot qu'il faudrait peut-être retirer dans le vocabulaire et probablement en partenariat sincère avec d'autres nations, avec d'autres pays, et non pas demander. Pourquoi quand on parle d'indépendance, j'ai plus de contact avec quiconque? Voilà l'indépendance, c'est je vis tout seul, tout dans ma maison, personne ne vient me voir. Donc, tu vois, le vocabulaire indépendant... C'est la misère, c'est la catastrophe. Oui, c'est la catastrophe, tout ça. On dirait, on veut faire de ce mot-là quelque chose que on peut vivre. Non, je ne pense pas. Mais l'indépendance réfléchie, une indépendance de partenariat, une indépendance comment on appelle, économique, une indépendance alimentaire et tout ça. C'est ça pour moi l'indépendance. La liberté, si quelqu'un il veut la liberté, il faut qu'il soit indépendant, pour qu'il soit vraiment libre. Et je vais revenir à ma question de tout à l'heure, mais je vais établir un parallèle quand même. Vous avez la même conseillère qu'Oscar Temaru, vous êtes pour l'indépendance alimentaire, alors que dans ce même débat sur TNTV, vous disiez on a laissé tomber le secteur primaire depuis le CEP, comme le dit l'UPLD, vous n'êtes pas contre la réinscription, vous dites je crois en nous, c'est votre slogan. Ça c'était le slogan d'Oscar Temaru il y a 5 ans, et votre slogan notre richesse c'est nous, c'est un peu pareil. Il y a pas mal de points communs finalement entre vous et l'UPLD. Non, mais la différence, c'est que j'utilise ces mots-là sincèrement. Ah, pas eux. J'utilise pas ces mots-là pour les voix, pour les électeurs. L'UPLD, ils sont pas très sincères alors? Non, je dis pas qu'ils sont pas sincères. Je dis pas du tout ça. La différence, c'est ce que quand je parle d'indépendance et d'autonomie, je sais ce que je dis. Et j'utilise pas ces deux mots-là pour appâter les électeurs. Et pour opposer les uns aux autres, et c'est opposer ça. les uns aux autres. C'est pour ça que je dis, je veux faire taire ces deux mots. Parce que c'est ces deux mots-là qui a fait que notre pays sont dans la division. Donc il faut réconcilier la population. Et je suis là pour justement éclairer la population, rassembler la population autour de notre pays. Il est 13h27, il nous reste 3 minutes, on va terminer avec des questions en vrac, des questions
sur tout un tas de sujets complètement différents et je vous demandais des réponses courtes si possible. Cette semaine, le Tawera a relayé une fausse information qui disait que les ministres Pierre Frébault et Maury Foster ont eu un accident de voiture alors qu'ils avaient bu de l'alcool. Finalement, c'était complètement faux. Vous avez un commentaire? C'est justement toutes ces choses-là qui fait que la population, c'est toujours la population qui subit par rapport à ces informations qui sont désinformées. C'est une désinformation et moi je vérifie toujours. Quand il y a une rumeur qui court, je prends je prends mon téléphone et je vérifie est-ce que vraiment ça s'est fait avant de m'engager à dire il paraît il y a un grand accident là-bas. Je me rappelle la dernière fois, on m'a invité venu Patrice. Tu vois ta copine qui est là-bas dans le lotissement, elle est décédée. J'ai dit on s'est préparé pour la rendre visite. Mais j'avais des doutes en moi. J'ai dit c'est pas possible, donc je la connais bien et j'avais entendu qu'elle était malade, ça s'est passé il y a 15 ans. J'ai envoyé quelqu'un qui dit va un peu vérifier. Est-ce que vraiment cette personne dit quand elle a été, elle était sur son fauteuil et on devait débarquer à 15 pour aller justement faire une prière là-bas. Tu vois, des gens, ils inventent des choses. Et cette désinformation-là, aujourd'hui, la population n'en veut plus. Toujours vérifier, ne pas prendre l'argent comptant ce qu'on entend. Oui. Si vous n'étiez pas au second tour, que feriez-vous? Est-ce que vous appelleriez à l'abstention? Vous ne direz rien? Ou qu'est-ce que vous feriez? Je vais être en cohérence avec le mouvement qu'on a. Si on a décidé de mettre que des gens nouveaux, des têtes nouvelles je vais aller jusqu'au bout. Donc je donnerai la liberté aux électeurs de voter qui veulent. Si vous êtes élu, est-ce que vous annulerez le projet chinois d'aquaculture autour de Hao? Je connais pas le contenu de cette convention. Donc d'abord vous la lirez et puis vous étudierez. Absolument. Le projet de loi instaurant le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels va être débattu au Sénat dans quelques jours. Vous êtes pour ou vous êtes contre? Tu parles de quoi? Le projet de loi qui instaure le mariage homosexuel, le mariage pour tous. Tu sais, en octobre l'année dernière, j'avais entendu qu'il allait se réunir, il allait débattre sur la loi pour le mariage. Et tu sais, cette loi-là, c'est les maires et les adjoints maires qui doivent l'appliquer. C'est pas les conseillers territoriaux, ni le président du pays, ni le président de la France, ni les conseillers des élus de l'Assemblée territoriale, ni les députés. Si elle était votée, si deux hommes ou deux femmes de la commune de Maïna voulaient se marier entre eux, est-ce que vous diriez, bon bah d'accord, je vous marie? Ou est-ce que ça vous gênerait? Ça me gênerait beaucoup. Oui. Parce qu'on s'est réunis au mois d'octobre l'année dernière, avec tous les maires adjoints, et j'avais dit, parce que c'est une question de conscience. Et je pense qu'une loi de pays, ou bien une loi nationale, doit déjà se soucier de la conscience de la population, ou bien de la personne qui doit appliquer cette loi. Il faut qu'il respecte ça. Ça va contre vos croyances religieuses, c'est ça? Mais c'est pas naturel. Même sans être chrétien ou religieux, mais je vois la nature, elle est bafouée un peu, la nature. Deux dernières questions. La campagne, une campagne électorale, c'est fatigant? Ah, mais c'est la première fois que je fais une campagne aussi lourde que ça. C'est très, très fatigant. Parce qu'il faut se donner du temps, des moyens, surtout quand on commence à partir dans les îles et tous les soirs, des tournées dans les communes. C'est très, très fatigant. J'ai pas l'habitude. Mais il faut que je m'entraîne. Vous tiendrez le coup jusqu'à la fin, quand même, je pense bien, jusqu'au 21. Et peut-être un peu plus. Allez, dernière question. Demain, vous avez rendez-vous, je crois, avec vos colistiers pour la photo officielle. Votre équipe vous a demandé de vous mettre en costume cravate. J'ai cru comprendre. J'imagine que ça fait plus sérieux. Est-ce que si vous êtes président, vous serez obligé de vous mettre en costume cravate pendant 5 ans? Non. Non. Mais on a une équipe de com. Et ils savent comment je suis, hein. J'ai toujours été quelqu'un, je dis... Ça n'a pas l'air de trop vous plaire de vous mettre en costume, si j'ai bien compris. Mais probablement, il faut qu'ils m'expliquent, hein. Je pense qu'il y a des raisons. Il y a des raisons pour que je me mette en costard. Pourquoi pas une première fois de ma vie qu'on me voit en costard? mais pas pendant 5 ans. Pas pendant 5 ans, tu vois. Merci beaucoup, Patrice Jamais, d'avoir répondu à nos questions pendant 1 heure. La semaine prochaine, Teva Rofrich sera à votre place, le candidat Atia Porinetia, et exceptionnellement, ce sera jeudi à 12h30, puisque vendredi prochain, ce sera férié. Radio 1, les nouvelles de Tahiti, TRFM et Tahiti Online vous ont présenté à vous la parole spéciale élection territoriale 2013. Revivez cette émission sur www.radio1.pf et sur www.lesnouvelles.pf en audio et en vidéo.